Et sans plus attendre, je vais accueillir Léo Cordier qui va nous parler du projet Wildcount. À toi, Léo. Donc, bonjour à tous. Je vais vous présenter le projet Wildcount. Donc, le projet Wildcount, c'est un projet qui vise à développer un piège photo intelligent pour l'observation de la faune dans les espaces naturels sensibles. Donc, je vais d'abord présenter rapidement le contexte du projet et comment il est né, l'état de l'art des technologies qui sont utilisées dans ce projet, la phase de conception du prototype qu'on a pu faire, et enfin les résultats. Donc là, on a rapidement les partenaires du projet. Donc c'est un projet qui se fait au sein du LIG, le laboratoire d'informatique de Grenoble, dans un projet plus global qui est Terraforma, dont je vais vous parler juste après, et en partenariat avec notamment le parc national des Écrins. Donc Terraforma, c'est un regroupement de projets qui touchent à l'IoT et qui sont tous dans le but d'observer les transitions et les changements dans les espaces naturels sensibles. Donc qui ils traitent tous d'une thématique comportant plusieurs technologies et qu'on voit un petit peu décrite ici. Et on a plusieurs zones d'ateliers ici autour de Grenoble. Donc on a notamment la station alpine Joseph Fourier au col du Lautaret et le parc national des Écrins. Donc le projet, il est né d'une discussion notamment avec les gens qui travaillent au parc national des Écrins, donc qui eux ont un besoin constant d'arriver à suivre les populations d'animaux qui se baladent dans les parcs nationaux. En parallèle de ça, on a eu ces dernières années le développement des réseaux longue distance avec une très faible consommation d'énergie. Donc je vais vous le décrire un peu après. Et on a eu aussi l'émergence des plateformes low power pour l'IA. Donc maintenant, c'est quelque chose de possible de faire de l'IA sur des plateformes très légères. Donc les buts de ce projet, c'est de pouvoir collecter de la donnée, donc notamment réaliser du comptage d'animaux, donc d'avoir vraiment des compteurs qui s'incrémentent des passages d'animaux dans certaines zones du parc national, et de transmettre ces données vers un serveur. Donc pour faire cette reconnaissance, on utilisera des modèles de machine learning. Les contraintes, enfin, on est dans un environnement très contraint pour réaliser ça. C'est qu'on va devoir, notre prototype va devoir avoir une très faible consommation d'énergie parce qu'on n'aura pas accès enfin, ça va tourner sur batterie et on n'aura pas de possibilité de recharge. Donc forcément, ça va s'accompagner par une très faible puissance de calcul. Et il faudra que le projet puisse fonctionner dans des zones blanches qui ne sont pas couvertes par des réseaux traditionnels, donc 2G, 4G, 3G, 4G. Donc actuellement, quand les gens du parc veulent faire du comptage d'animaux, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont poser des pièges photos, ils vont répartir des pièges photos dans le parc, à des endroits de passage des animaux. Le piège photo va prendre des photos pendant plusieurs mois, les stocker sur une carte SD, et eux, ils vont récupérer le piège et puis faire le comptage manuellement à la main. Le problème de ça, c'est que bah, déjà, ça prend du temps. Il faut poser le piège pendant de longues périodes. Et il y a un risque de pas récupérer le piège. Donc, si jamais le piège prend la foudre, par exemple, ou ça arrive qu'il y ait des vols et des destructions de pièges photo comme ça. Et donc là, en fait, c'est 2 mois de boulot qui partent à la poubelle et il faut tout refaire, quoi. Donc nous, le petit changement, enfin les changements qu'il y aurait, c'est que dès qu'une photo est prise par le piège photo, on aurait du machine learning, donc un classificateur d'images qui viendrait compresser la photo, donc passer d'une photo qui pèse quelques centaines de kilooctets à un label qui pèse plus rien, donc un octet on va dire, et transmet cette information très compressée via le réseau LoRa jusqu'au serveur, et après les données peuvent être consultées par les gens qui s'occupent, enfin les gens du parc. Et du coup là on aurait des informations quasiment en temps réel. Donc quelques secondes c'est peut-être un peu optimiste, mais ce serait quasiment en temps réel. Donc ce projet, c'est un projet réalisé par des étudiants à l'initiative de Didier Donzet du coup qui n'est pas là, il est en train de donner des cours en Cameroun en ce moment. C'est dans un but de recherche. Ça a commencé en 2020, donc à l'époque il y a eu un groupe d'étudiants qui a fait le squelette du projet, on va dire, qui a regardé un petit peu comment ce serait possible de réaliser cela. En 2021, il y a un premier prototype qui a été fait, et moi je suis arrivé en 2022 pour réaliser mon PFE, et du coup j'ai continué la réalisation du prototype, et on a pu faire des tests sur le terrain. Donc pour ce qui est de l'état de l'art, je vais vous parler un petit peu des 2 technologies qui sont importantes dans ce projet. Donc la première, c'est le réseau LoRa, donc qui est un réseau longue distance, low power, et du coup
qui utilisent vraiment très peu d'énergie pour envoyer des messages. Les messages, ils sont très faibles en quantité de données. Donc ça ne nous permet pas de transmettre par exemple des images, mais justement comme je vous l'ai dit avant, c'est pas ce qui nous intéresse nous. Donc c'est une modulation qui se fait dans la bande ISM. Donc la bande ISM, c'est des bandes de fréquences qui sont libres, donc qui peuvent être utilisées par tout le monde sans licence. Et la portée théorique, enfin la portée de cette technologie, c'est 5 km en environnement urbain et 16 km en zone rurale. Dans certains cas favorables, on peut même avoir plus. Donc quelques spécifications intéressantes de ce réseau, c'est que chaque objet est identifié de manière unique, donc ça c'est très intéressant. Les communications sont sécurisées avec un chiffrage asymétrique et il y a une communication en fait entre une adaptation, on va dire, c'est une adaptation du débit et de la puissance d'émission par l'objet LoRa qui s'adapte en fonction de la qualité du lien avec l'antenne la plus proche. Donc, ce qui permet de faire beaucoup d'économies d'énergie. Donc ça, c'était la partie modulation radiofréquence plutôt. Et du coup, il y a une autre partie qui est l'architecture réseau LoRaWAN, donc qui se base aussi là-dessus. Donc je vais décrire rapidement la schématique. Donc d'un côté, on a les devices qui du coup vont émettre avec la modulation RF jusqu'au gateway leur message. Ensuite, les gateways vont passer sur des réseaux Ethernet et 4G pour transmettre le message qui est toujours encrypté au network server. Le network server va redispatcher le message vers les application servers qui vont eux les décrypter et les rendre disponibles aux applications. Donc l'avantage de cette infrastructure, c'est que c'est possible de déployer facilement des réseaux privés. Donc il faut juste pouvoir installer une gateway avec un accès Internet. Et du coup, on peut couvrir une zone assez importante. Et du coup, ça permet de couvrir des zones qui sont où les réseaux 4G n'existent pas. Comme exemple, j'ai pris un capteur qu'on peut trouver dans le commerce. Donc ici, c'est un capteur de température et on peut voir que dans la configuration de ce capteur, par exemple, il envoie une mesure de température toutes les heures. Et avec une seule batterie, on peut avoir une durée d'utilisation de 6 ans à 18 ans en fonction des débits de données qui sont, enfin des puissances de transmission qui sont utilisées. Mais on voit que c'est vraiment des périodes de temps énormes et que la communication LoRa permet de faire vraiment de transmettre avec un très faible coût énergétique. L'autre partie très importante de ce projet, c'est la partie machine learning, du coup, ce qui nous permet de compresser l'information et de l'envoyer avec des réseaux LoRa, enfin avec le réseau LoRa. Donc nous, du coup, on est dans le cadre d'un classificateur d'images parce qu'on connaît à peu près les animaux qui sont dans le parc et on va avoir des classes d'animaux qui vont être détectés. Le parc naturel avec qui on est du coup en concertation nous ont fourni un set d'images qu'ils ont eux récupéré de tous leurs pièges photos. Donc on a pu faire l'entraînement du modèle là-dessus. Donc les contraintes, enfin les demandes en ressources de l'IA de base, on peut se dire que ça s'oppose beaucoup au système embarqué. Avec le système embarqué, on a des contraintes très importantes, on est sur des architectures très 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 légères, avec des capacités de calcul très limitées, et des espaces mémoire très très restreints. Le machine learning, bah, c'est plutôt l'inverse, c'est coûteux en ressources, ça fait des opérations lourdes sur des flottants, et on stocke les modèles, les modèles peuvent être assez lourds. Donc les architectures qu'on retrouve pour faire de l'IA, donc il y a plusieurs niveaux, on va dire les plus grosses architectures, c'est des gros GPU ou des TPU spécialisés pour l'IA qui vont consommer des centaines, voire des milliers de watts. Donc ça, c'est hors de portée pour nous. On a des architectures beaucoup plus légères, donc par exemple des cartes qui ressemblent un peu à la Raspberry Pi comme la Jetson Nano ou les Google Coral les Coral Edge TPU de chez Google. Mais là, on reste quand même dans des consommations de quelques dizaines de watts ou juste quelques watts, mais c'est encore trop pour nous. Du coup, nous, on va être dans un cas encore plus extrême, donc le Extreme Edge, où là, en fait, on va utiliser des microcontrôleurs, donc c'est des puces avec tout intégré donc un CPU, de la RAM, de la flash, ça nous permet de faire tourner du code juste avec une puce. Et là, on a des consommations très très faibles, donc de l'ordre du milliwatt, voire de quelques dizaines de microwatts dans certains modes de veille. Donc comme on peut le voir ici sur un peu les spécifications, on a des très faibles ressources en mémoire, donc on va avoir quelques dizaines, centaines kilooctets de RAM
allez, si c'est beaucoup, on aura 1 méga de RAM, mais c'est vraiment très faible. Par contre, le coût est très réduit, on peut avoir des puces qui coûtent moins de 1 euro. Donc ça peut être, enfin, dans notre cas, nous, c'est très intéressant. Donc maintenant, la question, c'est comment on fait tourner des modèles sur des architectures aussi légères. Donc nous, on a utilisé l'environnement TensorFlow Lite Micro qui est dédié à ce genre de plateforme. Le processus de création d'un modèle pour ce genre de plateforme, au début, on va faire comme si on faisait un modèle pour un ordinateur, on va dire. Donc, on utilise des librairies de haut niveau, donc en utilisant le TensorFlow classique avec les librairies Keras, par exemple. Et ensuite, on va appliquer certains mécanismes pour pouvoir compresser pour pouvoir compresser le poids du modèle et rendre son exécution beaucoup plus rapide. Donc le premier mécanisme qu'on a, c'est la quantisation, c'est-à-dire que de base, on utilise des flottes 32, enfin des flottants 32 bits pour tous les poids du modèle. Là, on va convertir en entier 8 bits, ce qui permet de réduire par 4 le poids du modèle et de faire des inférences beaucoup plus rapides qui demandent beaucoup moins d'espace en RAM. De plus, dans beaucoup de microcontrôleurs, il n'y a pas de floating point unit, ce qui permet, enfin, c'est une unité d'accélération matérielle qui permet de vraiment optimiser les calculs de flottant. D'autre part, on a un autre mécanisme, enfin, dans l'environnement d'exécution du modèle sur le microcontrôleur, on va pouvoir sélectionner les opérateurs, seulement les opérateurs qui sont utilisés par le modèle. Donc, on va passer de plusieurs milliers d'opérateurs à quelques dizaines. Et c'est des opérateurs qui sont optimisés pour les architectures matérielles. Et pour la gestion de la mémoire, donc on va devoir allouer une petite zone en RAM pour stocker les calculs intermédiaires lors de l'inférence. Et les modèles ne sont pas stockés enfin, comme un fichier, mais sous un tableau, enfin comme un tableau. En fait, on va faire un fichier .h qui contiendra un tableau d'entier 8 bits. Ce qui nous permet, parce qu'on n'a pas forcément de système de fichiers dans ces architectures-là. Donc pour la partie prototype. Donc je vais d'abord parler du hardware du prototype qu'on a créé. Donc voilà à quoi ça ressemblait. Donc c'est globalement une boîte qui ressemble beaucoup à un piège photo et elle en reprend quelques composants. Donc le cœur du système, c'est une carte Sony S Présence qui contient un microcontrôleur et qui est associé à une caméra 5 mégapixels. On a une batterie au lithium pour pouvoir alimenter le prototype, un modem LoRaWAN pour envoyer les messages et un capteur de mouvement. Donc cette carte, c'est une carte développée par Sony qui est spécialisée dans le traitement sonore et vidéo. Donc on a 6 cœurs Cortex M4 cadencés à 156 MHz. Donc dans le monde de l'embarqué, c'est déjà des puissances c'est déjà des architectures assez solides en termes de puissance de calcul. Et on a 1 méga 5 de RAM, donc ce qui est assez énorme, pareil pour le monde de l'embarqué. L'avantage, c'est qu'on a aussi un slot de carte SD qui nous permet de stocker les photos en local et de pouvoir faire du debug et même d'entraîner de futurs modèles avec ces informations récupérées. Il y a de nombreux modes de veille qui sont disponibles, donc nous ça nous intéresse beaucoup parce qu'en fait la plupart du temps quand il n'y a pas quand il y a pas de mouvement devant le piège photo, il se passe rien. Donc le but c'est de diminuer au maximum la consommation d'énergie et les modes de veille sur les microcontrôleurs permettent de diviser par 100 par exemple la consommation. Donc ça, c'était pour le hardware du prototype. On a dû aussi installer une gateway LoRa, comme je vous ai expliqué avant. Donc là, on l'a installé sur la maison du parc à Entraigues, c'est vers la Mure dans le coin. Enfin, c'est pas très loin d'ici. Et du coup, on a on utilise Campus IoT, donc une plateforme enfin, c'est les serveurs qui permettent d'utiliser les gateways et d'associer les devices LoRa. Donc ça, c'est une plateforme qui est au sein du campus. Pour ce qui est du software sur le prototype, donc on a un petit OS temps réel qui tourne sur le microcontrôleur. Donc c'est un OS très léger et configurable, donc on va juste charger les librairies et les fonctions dont on va vraiment se servir. Dans ce cas particulier, là on a un système de fichiers, mais il faut savoir que ce n'est pas toujours le cas. Sony propose aussi un SDK, ce qui va nous permettre de gérer de plus finement la gestion d'énergie et c'est eux aussi qui nous mettent à disposition un environnement de TensorFlow Lite Micro pour pouvoir faire tourner nos modèles. Au niveau de la structure de l'application, donc c'est un code qui est intégralement écrit en C. On n'utilise pas de multitasking et c'est une programmation très séquentielle.
Donc on a plusieurs librairies pour gérer les périphériques, donc ce soit, enfin là on a une petite description de tout cela, et quelques autres librairies qu'on a écrites pour traiter les données. Au niveau du fonctionnement du prototype, donc on va avoir plusieurs phases. Donc d'abord le piège photo va démarrer. On va mettre en place un watchdog. Donc un watchdog, c'est un espèce de compteur qui va s'incrémenter et régulièrement il est remis à zéro par le programme. Et ça permet d'éviter que le programme soit bloqué enfin, soit bloqué à cause d'une erreur. C'est-à-dire que si le compteur du watchdog atteint une certaine valeur, on va avoir un reset hardware qui va être fait. Donc, vu que là, en fait, dans le monde dans l'embarqué, on n'a pas un OS derrière qui va permettre de gérer le, l'arrêt de notre programme. Donc, c'est un peu ce watchdog qui nous permet de faire ça. Au démarrage, on va avoir l'appairage, donc le piège photo va se connecter au réseau LoRa et on va avoir une synchronisation de temps. Euh, Ensuite, il va se mettre en veille et il sera réveillé par. Il y a bon là j'ai mis trois réveils possibles, mais c'est plutôt deux réveils possibles. Soit on a un animal qui passe devant le piège et du coup on a le déclenchement du capteur de mouvement. On prend la photo, on fait l'inférence sur le modèle qui est chargé et du coup on actualise les compteurs. Et sinon périodiquement aussi on envoie des trames LoRa. Donc c'est les deux causes de réveil. Donc je vais me pencher un petit peu sur la création du modèle, enfin et l'exécution du modèle. Donc on peut avoir plusieurs modèles qui sont stockés dans la carte SD. Donc on a beaucoup de place en carte SD, donc on peut stocker plusieurs modèles. Et lorsqu'on va vouloir faire une inférence, on va pouvoir choisir le modèle qu'on rapatrie en RAM. Pour la création du modèle, maintenant, on a utilisé la technique du transfer learning. Donc, pour ce qui est des classificateurs d'images, il y a déjà des modèles existants qui sont très performants. Donc, par exemple, les MobileNet, qui sont des modèles qui permettent de détecter des milliers de classes, donc que ce soit des voitures, des animaux, des êtres humains. Et en fait, nous, on va juste réentraîner les couches hautes, les couches supérieures de ces modèles, parce qu'en fait, les couches profondes de ces modèles vont juste extraire des informations très basiques dans les images, et que l'on essaye de reconnaître une voiture ou un animal. Et ben en fait, ces couches-là vont pas beaucoup changer. Donc, on garde ces couches de base et on va juste réentraîner les couches supérieures avec, par exemple, nous, nos photos de chamois, de sangliers, ce genre de choses-là. Donc nous, on a utilisé le Grid 5000 pour entraîner ce modèle-là. Et on a réussi à avoir un modèle qui à la fin pesait 2,7 mégaoctets, enfin 2,7 mégaoctets. Et après quantisation, du coup, on arrive à réduire à 600 kilooctets, ce qui permet de rentrer dans les spécifications de notre plateforme. Et durant l'utilisation, durant l'inférence, on utilise 250 kilooctets en RAM. On a une précision de 93%. Bon là, c'est un modèle qui a été utilisé, enfin, qui est très simple, hein. Ça permet juste de détecter s'il y a un chamois ou pas dans l'image. Donc c'est normal qu'on ait des précisions aussi hautes. C'est à prendre avec des pincettes parce que ça n'a pas été testé en vrai et le dataset était assez réduit. Pour ce qui est de l'envoi des trames sur le réseau, sur l'infrastructure LoRaWAN, on envoie une structure avec nos compteurs et nos informations qu'on veut récupérer. Ces informations sont envoyées en binaire du coup dans un message LoRa et sont décryptées du côté du serveur avec un décodeur écrit en JavaScript. Et ça nous permet de rentrer toutes ces données dans une interface. Donc ici c'est Grafana et ça nous permet d'avoir une jolie interface avec enfin, toutes les informations qu'on a envoyées, donc le niveau de la batterie, le nombre de photos qui a été prise et les classes d'animaux qui ont été détectées. Je vais vous présenter rapidement les résultats. Donc on a pu faire plusieurs expérimentations durant mon stage sur le terrain. Donc nous du coup on est allé à Entraigues installer le piège photo. Donc ici là on a une petite map et on voit que le piège photo est installé à 1 km de la maison du parc où est installée la gateway. Du coup on a eu plusieurs soucis, on a dû se rendre plusieurs fois là-bas parce qu'on a sur les deux premières expériences on a eu des problèmes de batterie et de modem LoRa. La troisième expérience a été plus couronnée de succès. On a pu faire tourner le prototype pendant plus de 2 mois. Au bout de 2 mois, la batterie s'est épuisée. Mais c'est quand même des résultats encourageants parce que l'optimisation de consommation d'énergie n'avait pas encore été poussée jusqu'au bout. Et puis on a eu un problème sur le capteur
de mouvement qui en fait se déclenchait tout le temps et qui épuisait encore plus la batterie. Donc pour la suite du projet, on aimerait bien implémenter une caméra thermique parce que les résultats du modèle n'étaient pas très convaincants. Le modèle, en fait, il tournait, enfin, il prenait en entrée l'image en entier, sachant que quand il y avait un animal qui passait devant, bah, c'est souvent une très petite partie de l'image. Donc déjà que les images en entrée font 160 pixels par 160, c'est pas énorme. Donc là, le but, c'est d'avoir une caméra thermique pour pouvoir vraiment faire un cadre en fait autour de l'animal et de faire rentrer cette image-là dans le modèle et d'avoir des meilleures performances. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui n'a pas encore été implémenté, mais que c'est une feature qui pourra être ajoutée par la suite. Voilà, j'ai fini la présentation. Donc merci de votre écoute et si vous avez des questions. Tu as parlé de consommation à un moment donné, notamment quand tu parlais de la consommation pour la communication. Est-ce que vous avez regardé sur le détail sur combien de temps, enfin combien d'énergie était dépensée dans la communication et combien était dans le sleep? Parce que vous avez beau faire comment dire, faire de l'optimisation, la majorité du temps, si j'ai bien compris, elle sera en sleep. Donc combien est perdu juste en le laissant en sleep? Combien est perdu aux initialisations? Combien est perdu juste envoyer les trames pour rester connecté au réseau LoRa? Est-ce que vous avez regardé ça ou pas encore? On a commencé à regarder ça. Malheureusement, c'était un peu la fin de mon stage, donc j'ai pas pu vraiment trop me pencher sur la consommation d'énergie. Mais on a utilisé, oui, un analyseur de consommation. Et du coup, ce qu'on avait relevé, c'était que on n'avait pas réussi à assez réduire la consommation en mode sleep, justement. On restait à quelques dizaines de milliampères, donc ça correspond à plusieurs centaines de milliwatts, donc ce qui est assez important quand même. Et du coup, on avait regardé la consommation en émissions, qui était beaucoup plus importante. On passait à quasiment 1 watt de consommation, mais c'était sur une période très courte. Enfin, c'est une émission, ça dure vraiment très peu de temps, c'est quelques secondes. Et on a eu une émission toutes les 30 minutes. Donc, on cherchait plutôt à optimiser, c'était vraiment le mode sleep, comme vous le disiez. Mais du coup, on n'a pas encore eu le temps d'améliorer assez bien cette partie-là. Parce que du coup, une énorme partie de cette consommation, elle est due au choix de la carte qu'on prend aussi et du microcontrôleur qui est embarqué. Et là, du coup, j'ai pas pu m'empêcher de constater que 250 kilos, enfin, le modèle tourne avec 250 kilos, mais vous embarquez 1536 kilos de RAM. Donc peut-être que la carte est beaucoup trop grosse par rapport à ce que vous voulez faire. Oui, bah du coup on se posait aussi la question de la plateforme. Donc pour l'instant c'est juste un prototype, c'est aussi pour nous faciliter la vie, on va dire qu'on a pris quelque chose avec autant de puissance, mais c'est un choix qui peut être totalement questionné pour l'avenir de ce projet-là. Et pour la question de la RAM, par contre, dans le mode de veille, la RAM est déchargée en fait. Enfin, je sais pas, enfin je suis pas sûr que la taille de la RAM influe vraiment sur la consommation pendant la veille. Non, 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 pas tant que ça. C'est juste si vous devez charger à partir de la flash à chaque fois, ça va consommer. Ouais, c'est sûr. Merci. Et Frédéric va venir tout de suite prendre la parole.